Chicago, année 1920. La ville est le théâtre d'une guerre de l'ombre. Une poignée d'hommes règne sur l'alcool, les jeux, la nuit. Un monde où la vie d'un homme ne vaut pas plus qu'un pari raté. C'est dans cette jungle urbaine qu'apparaît une figure silencieuse, presque invisible. Un nom qui, dans les rues, évoque la peur mais rarement la lumière des projecteurs. Tony Accardo, le parrain fantôme. Qui était-il vraiment? Comment un fils d'immigrés pauvres a-t-il su s'imposer là où tant de légendes du crime ont échoué? Ce que vous allez découvrir va au-delà des clichés sur la mafia. Voici l'histoire d'un homme qui a survécu à tous les autres. Tony Accardo naît le 28 avril 1906, dans le quartier de Little Italy. Fils d'immigrés siciliens, il connaît la faim, la peur, le froid. À cette époque, le rêve américain est pour d'autres. Sa mère, Maria, travaille comme blanchisseuse. Son père, Francesco, bûche des journées entières sur les chantiers. Mais le jeune Tony, lui, traîne déjà dans les ruelles malfamées, observant tout, mémorisant tout. Là où d'autres enfants jouent, Tony apprend à survivre, à éviter les gangs rivaux, à se faire respecter avec le moins de mots possible. Il se distingue vite par un calme froid et une intelligence rusée. Il n'a ni l'allure des brutes ni la faconde des petits chefs, mais il comprend les règles non écrites de la rue. Une anecdote raconte qu'à 10 ans, il se fait engager comme guetteur pour un gang local, acceptant le silence comme seule monnaie d'échange. Dans le Chicago de la Prohibition, le crime organisé recrute partout. Tony, adolescent, s'enfonce dans le monde de la contrebande. Il livre de l'alcool dans des ruelles sombres, sert de messager pour les bookmakers, s'attire le respect des anciens. C'est là, dans l'ombre d'une arrière-salle enfumée, qu'il attire l'œil d'un certain Al Capone. La légende veut qu'un soir, lors d'une rixe, Tony protège un membre de la bande de Capone et prouve sa valeur. Capone le repère, le fait intégrer son organisation. Dès lors, Accardo est sur la voie rapide. On lui donne des tâches ingrates, il les exécute sans jamais se plaindre. Il n'a que 16 ans quand il commence à participer à des opérations plus risquées. Son surnom circule déjà, Joe Batters, le type qui frappe fort et sans état d'âme. Un jour, lors d'un règlement de compte, on raconte qu'il abat 2 traîtres à coups de batte de baseball sous les yeux d'Al Capone. Capone, admiratif, lance « This kid, he's a real Joe Batters ». Là où d'autres mafieux cherchent la notoriété, Tony Accardo cultive l'ombre. Il comprend que la discrétion dans ce monde est la meilleure arme. À chaque coup, il évite les erreurs qui coûtent cher. Pas de mots inutiles, jamais un geste de trop. Ce sang-froid, il le cultivera toute sa vie, et ce sera la clé de son incroyable longévité. Mais pour l'instant, il n'est encore qu'un soldat. La route vers le sommet ne fait que commencer. Dans la prochaine partie, découvrez comment Tony Accardo va franchir tous les échelons. Des ruelles de Little Italy jusqu'au trône du Chicago Outfit, orchestrant dans l'ombre l'un des plus puissants empires criminels d'Amérique. Son ascension ne doit rien au hasard. Et ce que vous allez entendre, peu de témoins osent encore le raconter. Les lois sur la prohibition transforment Chicago en un immense terrain de jeu pour les gangsters. Les fortunes se font et se défont à la vitesse de l'éclair. Al Capone règne en maître. Son empire s'étend sur les clubs clandestins, le trafic d'alcool, la corruption de policiers et de juges. Et à ses côtés, Tony Accardo grimpe les échelons, sans faire de bruit, mais sans jamais faiblir. Accardo n'est pas qu'un simple exécutant. Rapidement, il se démarque par son professionnalisme. Il fait preuve d'une fidélité sans faille et d'une efficacité qui force le respect. Capone comprend qu'il a affaire à un homme différent. Il le charge de missions de plus en plus importantes, allant de la collecte de dettes à l'organisation de rackets. Une anecdote célèbre veut qu'Accardo ait personnellement supervisé la sécurité d'Al Capone lors de la tristement célèbre Saint Valentine's Day massacre de 1929. Si Capone a échappé aux balles ce jour-là, c'est en partie grâce à la vigilance d'Accardo. Peu à peu, il devient l'un des gardes du corps favoris de Capone, témoin privilégié de tous les secrets du clan. En 1931, la chute de Capone rebat les cartes. Le boss est envoyé à Alcatraz, condamné pour fraude fiscale. Pour beaucoup, c'est la fin d'une ère. Mais pour Tony Accardo, ce n'est que le début. Frank Nitti, Paul Ricca et d'autres chefs émergent. Accardo reste à l'heure, côté discret mais toujours plus influent. Il apprend, il observe. Il comprend surtout qu'il vaut mieux éviter les projecteurs
qui ont précipité la chute de Capone. Sous Rica, Accardo gagne en autorité. On lui confie la gestion de nouvelles affaires, comme les jeux clandestins, la loterie illégale, le contrôle des syndicats. Il gère aussi les casinos clandestins qui fleurissent dans tout le Midwest. Accardo cultive une stratégie radicalement opposée à celle des grands gangsters du passé. Il n'aime ni les flashs des photographes, ni les gros titres des journaux. Il se construit une image de bon père de famille, vivant dans une modeste maison à River Forest. Il préfère dîner avec ses proches plutôt qu'afficher sa puissance dans les cabarets. Pourtant, dans le milieu, tout le monde sait que Joe Batters n'a rien perdu de sa poigne. On raconte qu'un soir, un voleur aurait tenté de s'introduire chez lui. Le lendemain, le malheureux aurait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Sa discrétion et son intelligence font de lui l'homme idéal pour reprendre la tête du Chicago Outfit. En 1947, Paul Ricca, visé par les autorités, lui confie officiellement les rênes. Accardo devient le chef incontesté du crime organisé à Chicago. Sous la direction d'Accardo, le Chicago Outfit entre dans sa période la plus prospère et la plus stable. Il restructure les rackets, investit massivement dans les jeux, le prêt usuraire, le contrôle des syndicats. Mais surtout, il diversifie les activités. Blanchiment d'argent, investissement dans les hôtels, restaurants, supermarchés et surtout les casinos de Las Vegas. Une anecdote marquante. Accardo aurait été l'un des premiers à comprendre le potentiel immense de Las Vegas. Il envoie ses hommes prendre le contrôle de plusieurs casinos, prélevant leur part sur tous les gains. Cette stratégie fera de la mafia de Chicago un acteur clé du boom du jeu dans le Nevada. Il veille aussi à instaurer une paix mafieuse avec les familles de New York, évitant les guerres sanglantes qui déciment la mafia de l'Est. Le Chicago Outfit, sous sa houlette, devient la seule organisation criminelle capable d'échapper à la surveillance constante du FBI et au piège de la rivalité interne. Mais dans ce monde, la paix n'est jamais totale. La puissance attire la convoitise. La trahison n'est jamais loin. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les grandes heures du règne d'Accardo, ses méthodes pour garder le contrôle, ses ennemis, ses alliés et les secrets les mieux gardés du Chicago Outfit. Restez avec nous. À la tête du Chicago Outfit, Tony Accardo devient le parrain de l'ombre, un chef aussi discret qu'inflexible. Son mot d'ordre, prudence, contrôle, efficacité. Sous son règne, la mafia de Chicago se transforme en véritable empire, prospère et redouté. Mais plus que la richesse, Accardo cherche la stabilité et la survie du clan. Tony Accardo ne laisse rien au hasard. Il ne téléphone jamais pour les affaires importantes, ne signe aucun document. Ses instructions passent uniquement de bouche à oreille, via un cercle très restreint de lieutenants fidèles. Il délègue la gestion opérationnelle à ses hommes de confiance, comme Sam Giancana, mais garde toujours le dernier mot sur les grandes décisions. On raconte qu'il pouvait faire ou défaire une fortune, organiser une frappe contre un rival ou épargner un ennemi d'un simple hochement de tête. Sa réputation de chef intransigeant est telle que même en son absence, personne n'ose prononcer son nom à la légère. Les membres de l'outfit parlent de lui en chuchotant, par peur d'attirer le mauvais œil. Une règle d'or s'impose. Le moindre manquement au code du silence, la moindre désobéissance est sanctionnée sans pitié. Dans les années 1950, alors qu'un lieutenant vole dans la caisse commune, Accardo ordonne une punition exemplaire. Le corps de l'homme sera retrouvé dans le coffre d'une voiture, un avertissement silencieux à tous les autres. Visionnaire, Accardo comprend avant tout le monde le potentiel du jeu à Las Vegas. Il envoie des hommes comme Gus Alex et Sam Giancana prendre le contrôle de casinos majeurs. Le système est simple. La mafia investit, surveille et prélève une part sur les recettes, souvent avant même que les revenus soient déclarés. Cette opération, surnommée la lessiveuse, permet de blanchir des millions de dollars issus du racket, tout en réinvestissant légalement dans l'immobilier, la restauration, l'hôtellerie. Accardo, toujours soucieux de rester à l'écart, ne visite jamais Las Vegas durant ses années de règne. Mais il exige des comptes précis, et la moindre erreur peut être fatale pour ses hommes. Une anecdote célèbre raconte qu'un croupier trop curieux a disparu mystérieusement après avoir posé des questions sur les véritables propriétaires du casino Stardust. Les affaires doivent tourner, mais dans l'ombre. Grâce à cette stratégie,
le Chicago Outfit devient le clan le plus rentable du pays, tout en gardant un profil bas auprès des autorités. La force d'Accardo, c'est aussi sa capacité à éviter la prison. Contrairement à Capone, il sait se tenir à distance des caméras et des journalistes. La police et le FBI le surveillent en permanence, mais rien ne filtre. Les rares inculpations échouent faute de preuves ou de témoins prêts à parler. En 1960, Accardo est condamné pour fraude fiscale, mais il ne fait que quelques années de prison. À sa sortie, il reprend sa place, plus prudent que jamais. Il inspire la peur, mais aussi un certain respect chez ses adversaires comme chez les policiers. La légende veut qu'il n'ait jamais eu besoin de faire couler le sang pour se faire obéir, tant son autorité naturelle était forte. À chaque tentative du gouvernement pour le faire tomber, Accardo répond par le silence, l'ironie et une vie de famille exemplaire en apparence. Il assiste à toutes les messes, invite les voisins à dîner, offre des cadeaux à la paroisse. Mais derrière cette façade, il reste le maître absolu de Chicago. Malgré ses efforts pour maintenir la paix, Accardo doit parfois gérer des crises internes. Dans les années 1970, des jeunes loups rêvent de prendre sa place. Certains trahissent, d'autres complotent. Mais tous finissent par payer le prix fort. Disparitions inexpliquées, accidents suspects, exécutions discrètes. Accardo ne laisse rien passer. Sa plus grande force, c'est de savoir quand frapper et quand pardonner. Il sait s'effacer derrière ses lieutenants, tout en gardant le vrai pouvoir. Le FBI note qu'aucune grande décision ne se prend sans son aval, même après qu'il a officiellement pris sa retraite. Un soir, sa propre maison est cambriolée. En moins de 2 semaines, les voleurs sont retrouvés morts, exécutés, méthodiquement, preuve que même à un âge avancé, il reste intouchable. Jusqu'à la fin, personne n'osera remettre en cause son règne. Tony Accardo s'éteint le 22 mai 1992, à l'âge de 86 ans, entouré de sa famille, dans le confort de sa villa de banlieue. Il aura survécu à toutes les guerres, toutes les purges, toutes les offensives policières. Son secret? La patience, l'intelligence et surtout la discrétion. Jusqu'à la fin, il aura incarné l'idéal du parrain invisible, celui qui observe, qui calcule, qui agit sans bruit mais avec une efficacité redoutable. Les chroniqueurs du crime disent de lui qu'il est le seul parrain majeur de la mafia américaine à être mort de vieillesse, sans passer sa vie derrière les barreaux ni finir assassiné. Son héritage, c'est un Chicago Outfit qui survivra bien après lui et une légende qui continue d'inspirer la littérature, le cinéma et la mémoire populaire. Tony Accardo, c'est la preuve que, dans le monde du crime, la force brute ne vaut rien face à l'intelligence, la patience et l'art de l'ombre. Son histoire reste l'une des plus fascinantes et mystérieuses du crime organisé américain. Merci d'avoir suivi ce récit. N'hésitez pas à commenter, partager et vous abonner pour découvrir d'autres parcours de légendes du crime.